Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Ghislaine Duboc dans un épisode autour de la construction des nouveaux rêves, ceux qui fondent le monde et le bouleversent. Ghislaine nous propose un appel, celui de la résistance pour repositionner le vivant au cœur de nos décisions et de nos actes. Après avoir dirigé l'un des premiers groupes français de l'immobilier et avoir vécu plusieurs expériences chamaniques à travers le monde, Ghislaine Duboc se forme à la psychothérapie et à la sexologie. Elle accompagne les hommes et les femmes dans son cabinet privé pendant 15 ans à Paris, puis forme en 2005 le centre Le Cœur du Hérisson, où elle propose notamment des ateliers pour réappréhender notre rapport à la vie, à la nature et à la mort. Très bonne écoute. Bonjour Ghislaine. Bonjour Manon. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est les vacances, tout va bien. Ah oui, elle se termine, je crois, pour vous? Oh non, moi il me reste encore bien 15 jours, hein. Donc ça va. Ah, C'est le d'accord. milieu des vacances. Je suis juste au milieu des vacances. D'accord. Bon, génial. Vous avez encore la fin du mois pour en profiter. Nous allons commencer cette interview. Je vous vois dans votre jardin, au milieu des plantes. C'est très beau. Donc, la première question que je souhaite vous poser, c'est sur votre pratique et notamment celle du chamanisme moderne que vous abordez dans certaines de vos descriptions. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous décrire ce que cette expression, ces deux mots, signifient pour vous? Alors, chamanisme a été inventé par des ethnologues et puis surtout pour la Mongolie, enfin des populations bien spéciales. Et puis en fait, ça s'est un peu, on va dire, vulgarisé dans l'ensemble de ce qu'on va appeler les Indiens ou la culture horizontale. Donc, dans ce mot, on y met tout. Ça veut tout dire et ça veut rien dire selon l'imaginaire de chacun. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mot qui, aujourd'hui, inspire beaucoup de personnes qui se disent « Oh, je voudrais faire du chamanisme », sans savoir ce que c'est. C'est devenu un mot qui est vivant et porteur de rêves ou d'aspirations qu'on a du mal à définir. Et quand on l'ajoute à moderne, c'est juste que c'est une aspiration de notre temps. Alors, qu'est-ce que c'est cette aspiration? J'aimais beaucoup la définition, je ne sais plus de quel ethnologue, quand il voulait exprimer qu'est-ce qu'un chaman dans les tribus qu'il était allé voir, il disait eh ben, c'est pas un religieux, c'est pas un psychologue, c'est pas un médecin, c'est pas un chef de tribu. En fait, il pouvait dire tout ce que ça n'était pas parce que c'était tout ça. Mais dans ma façon de pratiquer et de le vivre, c'est surtout une capacité vibratoire. Si vous prenez une corde et un fil et que vous le tournez très très fort et que quelqu'un arrive à ce moment-là, ce qu'il voit, c'est un cercle. D'accord? Et c'est cette façon de créer une réalité à partir d'une vibration. Quand on enlève cette vibration, arrive juste la corde et la pierre. Eh bien, les vibrations créent votre réalité. Plus vous êtes sensible dans le monde vibratoire, plus les réalités sont différentes et dans l'espace et dans le temps. Que ce soit en regardant quelqu'un sur le plan physique ou en communiquant avec un arbre ou avec la terre, mais aussi dans une façon de voir, comme pour la pierre et le cordon, de voir d'autres vibrations qui amènent à d'autres espaces de réalité. Voilà. Alors, quand on a ouvert ses sens et quand on ose réintroduire la capacité que chacun en soi, alors que nous la coupons pour pouvoir participer à un rêve commun,
et pratiquer notre vie avec une seule réalité, bien sûr avec des divergences, avec des différences, mais on fait partie d'un rêve commun. Dès que on ouvre ces vibrations, alors de multiples réalités, bien entendu, s'expriment et l'ouverture de l'esprit va souvent avec l'ouverture du cœur. Voilà. Hmm. Et cette connexion à ces vibrations, quand est-ce que elle a rencontré votre parcours? Quand est-ce que vous avez été justement familiarisé, vous avez découvert cette connexion différente au vivant? Eh bien, je crois qu'on est tous petits, quand on est petit avec cette ouverture vibratoire et le conditionnement dans lequel on va être élevé, où le monde extérieur va définir notre réalité, hein. Si on dit: «Ah, je vois ça», on dit: «Ah non, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Ah non, tu fais ça». On est constamment dans un schéma comme ça. Plus on a eu une enfance où très tôt, il y a eu un besoin de traverser des murs ou d'être dans une expérience d'isolement, plus la réalité vibratoire a permis de rentrer quand même en contact avec les diverses facettes du monde. Petite, j'ai eu cette chance, alors ça serait un traumatisme, hein, dans notre monde, mais pour moi ça a été une initiation, de me retrouver dans un contexte où l'isolement m'a permis ça. Mais la plus grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille où j'avais une grand-mère qui coupait le feu, j'avais des grands-mères qui étaient des 2 côtés de ma famille qui parlaient avec des personnes disparues et ont pu être guidées, sauvées et des événements importants. Mon grand-père parlait avec, ses morts et on n'en faisait pas quelque chose d'extraordinaire. On l'a mené dans un quotidien bienveillant, mais, à part qu'il y avait un peu la queue pour le feu, hein, parce que les gens venaient se faire soigner, mais sinon c'était pas du tout un schéma, comment dire, de pouvoir. C'était juste comme si on vivait comme ça. Évidemment, après le choc, quand on retourne dans le monde avec les écoles, les pensions, c'est de découvrir que ce que l'on perçoit, comme les autres ne le voient pas, on devient fou. Et donc ça, c'est un grand isolement et ça a été un Hmm. énorme isolement dans ma vie où j'ai essayé de prouver par tout le monde que je n'étais pas folle. Et le seul moyen de ne pas être fou dans cette société, c'est de réussir dans les affaires et d'avoir un foyer, ce que j'ai fait. Sauf que à un moment de ma vie, eh bien, le monde m'a rattrapée. Mon monde m'a rattrapée, j'ai cassé et j'ai pu avoir la chance de rencontrer cette sensibilité en moi avec, d'autres cultures et que ce soit quand j'étais au Pérou, en Colombie ou dans plein d'autres endroits, ce qui m'a permis de vivre facilement et pleinement cette réouverture des sens et des vibrations, c'est de voir que ce que je faisais depuis que j'étais petite, eh ben, on le pratiquait dans tout un village et que c'était comme dans ma famille petite, rien, que c'était pas grave, c'était juste une connexion au monde. Et il m'a fallu quand même, pas mal d'années avant d'oser rentrer dans le chaman de notre époque. C'est-à-dire, heu, quand je me suis retrouvée, donc j'ai fait mes études après de psy, quand j'ai cassé, j'ai changé complètement de vie. Ce qui m'intéressait, c'était l'être humain et à un moment, je comprenais bien que ce que j'ouvrais nécessitait une autre perception, un autre travail de groupe, une autre façon de parler de la vie et et là, j'ai ouvert, mes intuitions et mes inspirations, le cercle de médecine, ma façon de pouvoir faire, ce que j'appelle le piano, de pouvoir faire que chacun sorte du conditionnement et réalise qu'il a en lui l'ouverture. C'est pas parce que, vous êtes coupé de votre corps que votre corps sent pas les choses. C'est pas parce que vous vous souvenez pas que votre cerveau n'a pas enregistré ce que vous vivez. Donc c'est vraiment réunir la tête et le corps à travers, des expériences et pas des connaissances, des expériences qui font que la personne après en fait ce qu'elle veut et selon sa culture, son origine et autres, va en faire son voyage et sa façon. Je pense que nous avons une terre qui nous parle. La ville, par exemple, les lieux extrêmement pollués chez nous ou, l'intensité du bruit des voitures, de tout ce schéma-là, c'est pas quelque chose que vous trouvez au milieu de l'Amazonie et c'est pourtant les mêmes dialogues qu'on peut avoir,
Une tour, c'est fait en béton, il y a beaucoup de sable dedans, il y a beaucoup de vie, en fait, il y a beaucoup d'eau qui sont mis dans la tour, donc c'est une transformation du vivant. Il y a des lieux, que ce soit des lieux de bureau ou autres, ils sont vivants et quand on se reconnecte, eh bien, on devient pour sa terre transformée, blessée, équipée autrement, eh bien, on devient capable de la comment dire, de communiquer avec. Être dans un hyper supermarché, hein, comme nous on a fait il y a 2 ans avec le groupe qui était, faire une marche en conscience. Eh bien, c'était fou de faire ça, mais la moitié du groupe n'a pas pu finir et a vomi et les autres ont été malades. Il y en a aucun de nous qui a pu Oui. finir les rangées. Pourquoi? Parce que justement, notre abondance, notre façon d'être prisonnier d'un conditionnement où on dit: «Oui, ça c'est pour moi, c'est trop cher, c'est beau, c'est pas beau». On est constamment dans un schéma de oui/non dans la tête, comme si on était devenu un petit peu à l'image, du langage informatique. Eh bien, quand, on est dans un espace de conscience, on voit l'effet sur le corps que ça fait. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler le chamanisme dans notre culture, parce qu'il faut ouvrir notre conditionnement pour pouvoir éveiller et réunir ses sens. Hein, si vous ne voyez pas, vous êtes aveugle, je peux vous raconter la mer toute la journée en poésie, en scientifique, en ce que vous voulez. Mais si vous retrouvez la vue, c'est vous qui connaîtrez le voyage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on retrouve la vue, après je fais confiance à l'homme. Voilà. Vous disiez, la demande la plus urgente de notre époque est de réunir la terre et le corps pour laisser le cœur ouvert. Donc justement, la question que je voulais vous poser, c'est comment aujourd'hui vous souhaitez concrétiser cette maxime, cette philosophie de vie. Vous parliez de votre accompagnement, donc là de façon, vous l'avez un peu décrit par ailleurs. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui, s'il vous plaît? Bah, c'est parce qu'on est dans nos rêves qu'on ne voit pas qu'on détruit la planète et qu'on n'est plus en connexion avec la planète. Et qu'on peut avoir des lois qui paraissent intelligentes si le monde vivant est un objet. Mais si le monde vivant redevient vivant, alors ces lois deviennent folles. Mais pour que le monde, ce que je vois là, ne soit pas une décoration, eh bien, il est très important que je fasse le premier lien. Ma planète, c'est mon corps. Il faut que je me relie à mon corps. Or, si je me relie à mon corps, j'ai beaucoup moins accès à la réalité collective. Et ça crée une grande peur. Et puis, quand je me relie à mon corps, je me relie aussi à sa précarité, je me relie à ce que la mort peut venir, j'ai une conscience de mort différente et aussi je suis bouleversée, sensibilisée et je peux, en même temps que je m'ouvre, découvrir le terroriste en moi. Donc, il faut que je dépasse cette ouverture sensorielle parce qu'elle amènerait à une grande violence. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, on s'est coupé du corps. Donc, il faut aller après dans une ouverture de l'esprit qui accompagne cette ouverture du corps sans en faire une nouvelle religion. Et ce que je fais, c'est qu'au départ, mon travail dans les stages ou dans les constellations familiales ou dans tout ce que je fais, on le fait avec la vision de l'Indien. Donc on est à l'horizontale et on vit des expériences très étonnantes parce que c'est la rencontre avec ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple. Après, quand on fait les constellations et tout le reste, c'est pareil. La vision horizontale n'a rien à voir avec la verticale. On ne peut rien couper, on ne peut rien enlever. On peut tout transformer. Donc c'est pas, mais les constellations sont pas les mêmes que les constellations traditionnelles. Vous voyez, j'essaie de faire, je refais jamais 2 fois la même chose, et ça vient toujours en inspiration. Je sais jamais ce qui va se passer parce que c'est la vie qui prend en main le groupe et la créativité doit rester pour moi éphémère et j'ai pas besoin de comprendre ce qui se passe. Seule l'expérience apporte sa richesse. Voilà. D'accord. Et quand vous faites ces travaux-là, ces travaux de groupe, est-ce que vous passez par des stades de conscience modifiés ou c'est juste comme des jeux de rôle en fait que chacun, où il y a tout un travail avec le tambour pour essayer justement d'atteindre d'autres états? Est-ce que ça fait partie justement des protocoles? Ça, c'est ça le schéma occidental, on met des étiquettes à tout.
Si je dis état de conscience modifié, mais toute la journée, vous avez des états de conscience modifiés. Vous marchez, vous conduisez et vous dites, tiens, je suis arrivé, où vous étiez alors? Hein? Vous savez pas? Bon, quand vous partez dans une rêverie ou quand vous avez l'intuition de, tiens, il va m'appeler, puis la personne vous appelle. Mais si on le cadre, on y met un code, on y met une marche, on y met des choses comme ça. Je ne sais pas ce que je fais. On danse. Et les choses arrivent et je ne sais pas. Il y a des gens, par contre, dans le groupe qui, des fois, me disent, est-ce que je vais pouvoir utiliser tel outil? Ils le prennent, ils s'en servent. Moi, je suis incapable de le refaire. Et même quand on me lit ce qu'ils ont écrit, que ça fait ça, je le comprends pas. Donc, c'est, comment dire, on n'apprend à personne à respirer, on n'apprend à personne à aimer. Ce qui est important, c'est que quand on se met à vibrer, euh, la vie, c'est la vie qui guide. On n'est pas obligé de si vous décortiquez le travail d'un magicien, vous perdez la magie. Donc, la vie est un mystère. Si vous voulez la comprendre, devenez ce mystère. Et là, il y aura pas les mots, mais il y aura bien au-delà des mots, qui fait que vous direz je sais, Oui, alors que vous ne pouvez rien dire. Eh bien, c'est un peu ça le travail que je fais. d'accord. Dans le ressenti, en fait. C'est en fonction de peut-être de la personne qui va y avoir en face de vous, ça va déclencher quelque chose. Ça dépend de chacun, Oui, chaque interlocuteur, oui, interlocutrice. c'est une D'accord. relation. Il y a une personne la vie nous connecte et il y a quelque chose qui se passe, on n'a plus qu'à le célébrer. D'accord. Oh, c'est ouais, c'est très très beau et ça sort totalement voilà de ce qu'on peut entendre, de ce à quoi on est éduqué en France dans certaines cultures, dans la culture occidentale, justement de pas calculer à l'avance, mais de juste laisser aller à notre intuition, à l'amour aussi. Donc ça doit être très fort. En tout cas, nous, on a l'idée que les choses doivent être transmises avec un cadre. Et pour que la transmission soit validée, Oui. il y a toujours une confirmation qui doit être. Or, dès que quelque chose est défini, il meurt. Parce que tout se transforme en permanence. Dire on va faire ça comme ça, au moment où on va le figer, on le tue. Alors que si on l'oublie, il revient sous des formes différentes et qui en est tellement différent que comment pouvoir faire 2 fois la même chose? C'est pas possible. Mm. Et quand vous parliez de rêve, qu'on était dans le rêve, c'est quoi ces rêves? Enfin, je sais, c'est difficile de définir puisqu'on parlait de pas définir, mais quand vous dites ça, vous pensez à quoi? Ben, je pense que nous faisons et c'est un peu le drame de l'univers, c'est que on a quelques hommes, quelques femmes des fois qui, arrivent à avoir un rêve tellement fort que tout le monde peut y s'y sentir bien. Si je prends les dieux, hein, à l'époque des Vikings, à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, etc. Bon, c'était les dieux. Il y a un rêve, il y a toujours ceux qui communiquent avec les dieux et les autres qui disent alors qu'est-ce qu'il a dit. Et à travers le principe je communique avec les dieux, eh bien j'impose mon rêve. Si on prend aujourd'hui nos dieux actuels, on va les prendre, ils existent aussi. Si on prend ceux qui ont fait les GAFA hein, et quelques autres, il y a de ça une trentaine d'années, ils étaient dans leur garage en train de rêver à un monde connecté. Bien, on y est. On est dans un monde connecté, dans un monde surveillé, dans un monde où on a tout ça. On est dans ce rêve où, en fin de compte, la technologie est en train de faire de chacun un roi. Et c'est quoi un roi? Un roi, c'est celui qui normalement n'a pas de limite et se fait servir. Donc on dit, ah ben j'ai la machine à laver, j'ai la machine qui fait ça, je commande mes trucs, je fais ça, puis alors demain, mon frigo va commander pour moi ce dont j'ai besoin, je vais pouvoir rentrer à la maison, mes murs vont se mettre, oh je vais être un coup à la campagne, un coup dans le désert, et puis je vais avoir des... Enfin bref, le monde et moi. Sauf qu'on oublie que c'est l'isolement total. Mais on est rentré dans le rêve des autistes. Et quand vous prenez à peu près au XIIe siècle, qu'il y a eu ce qu'on a appelé le clergie, pas le clergé, le clergie, c'est savant, érudit, etc., amoureux d'Aristote, je suppose. En fait, ces gens ont eu l'idée que l'ultime pouvoir, c'était que un genre domine un autre genre. Ce qui fait que, alors que ce qu'on appelait la loi barbare était la loi dont je rêverais qu'on soit aujourd'hui, on s'y approche, mais c'est pas gagné, eh bien, c'était l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et les femmes pouvaient conquérir des territoires, être reines, pas parce qu'elles étaient filles de rois, mais parce qu'elles gagnaient le droit d'être reines, de rendre justice, être poétesse, etc. Et puis, on a inventé une femme qui serait dominée par un homme, mais surtout, son objet il peut faire ce qu'il veut. Hein, c'est-à-dire essayons de voir maintenant, faisons l'inverse, qu'est-ce que ça donnerait, l'ultime pouvoir d'avoir une personne que je peux tuer si je veux, sans qu'on me dise rien, que je peux faire ce que je veux d'elle. C'est quand même excitant comme idée. Mais elle est partie de quelques hommes qui, à un moment, ont réécrit l'histoire, ont effacé l'histoire, mais surtout ont convaincu, peu à peu, que l'idéal, c'était qu'une femme soit fragile et qu'un homme soit puissant. Et on y a cru. Quand on pense qu'il y a un élu, allons plus loin, quand on vous dit qu'il y a un fils élu, très bien, on ne sait pas ce que sont les autres dans ces cas-là, mais quand il y a un élu, ça veut dire qu'il y a toujours celui qui est au-dessus des autres. Donc il y a une quête d'être le premier, c'est le rêve de quelques-uns, à nouveau. Toutes les populations, toutes les cultures n'ont pas eu celle-là, mais c'est celle qui domine aujourd'hui le monde, l'élu, cette différence de genre. Et aujourd'hui, cette technologie, elle appartient, si on regarde, comme il s'appelle celui qui a créé Facebook, bon, ceux qui parlent de lui jeune, ou le film qu'on a fait sur lui, ou les écrits qu'on a sur lui, on a plutôt affaire à un autiste, mais qui sait tellement bien communiquer, puisqu'il a inventé l'outil de communication, qui, in fine, ramène à la solitude et à l'isolement. Donc, il a ramené son monde. C'est-à-dire celui qui observe le monde, qui voit comment il se tresse, mais il ne se sent pas inclus. Sauf que le monde entier rentre dans ses rêves. Ah, le rêve de Mars aujourd'hui, ou le rêve qu'ils ont, par exemple, de l'immortalité, bien, ça fait partie de l'origine. Si vous prenez la légende, hein, au niveau de l'Ancien Testament, eh bien, c'est quoi? Il y a 2 arbres interdits, la connaissance et l'immortalité. La connaissance est fait, l'immortalité, on va y arriver. Bon, c'est encore le même rêve. Et si on continue comme ça, bien, on aura Matrix dans quelque temps. Et alors? Si je change de rêve, c'est pour ça que quand on est aujourd'hui un résistant, je crois que le travail à faire, c'est à toucher le plus possible l'analyse des rêves qui se regroupent, parce qu'ils ont à peu près les mêmes fondements, quel que soit le rêve du monde. Que je sois en Éthiopie, que je sois en Grèce ou ailleurs, on va retrouver des fondements, des légendes anciennes, qui sont les rêves qui ont permis aux humains de s'unir. Parce que quand il y a un rêve, il y a qui doit faire quoi, qui doit être où, combien de temps on a. Tout est inscrit là-dessus, ce qui fait que quand je suis dans un rêve commun, j'ai le sentiment que je sais ce que je dois faire et où j'existe. S'il n'y a plus de rêve commun, il faut que j'aille dans ma particularité, qui trouve son territoire et qui va trouver avec qui je m'associe, et je vais être étonnée de ce qui émerge. Et là, vous allez vous retrouver dans un de mes groupes. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Et surprise, il y a ça qui arrive. Très étonnée, moi la première, bien entendu. Donc, aujourd'hui, si on trouve un autre rêve, on n'aura pas la fin catastrophique. Mais on est dans le moment où peut naître autre chose. Le pire comme le meilleur, qu'importe. Mais pour ceux qui iront à la source, ils pourront aussi rencontrer leur propre légende, leur propre mythe à laquelle on croit. Si dans une famille, je crois que j'ai été l'enfant bien-aimé, ça me donne une trace. Si je crois que j'ai été l'accident de service, ça me donne une autre légende. Ma croyance, le rêve que j'ai cru, qui est à l'origine de ma vie, influence la vie que je vais mener. Et pour appartenir à ma famille, je vais rester dans ce rêve. Donc, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau du monde, aujourd'hui, le besoin de rencontrer un rêve qui réassocie le corps, donc réassocie la nature à soi, d'une façon qui nous donnerait la même joie, le même plaisir que celui du roi que l'on croit, mais avec des valeurs très différentes, eh bien, je pense que c'est ça le grand défi, c'est ce que j'appelle la 3e voie. Et cette année, je vais créer un chemin là-dessus. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Voilà. plus de ce chemin? Il est encore en train de descendre parce que
j'en ai comment dire, j'en ai la sensation, mais j'en ai pas encore la pulsion. C'est-à-dire, il est là, il naît, parce que j'ai l'impression que dans ce que je fais cette année, il faudra qu'il y ait ce regroupement de personnes qui qui veulent se connecter pour marcher cette période sans peur, mais avec joie. Je suis Mhm. certaine que D'accord. pendant la Résistance, quand on était envahi dans une pensée qui faisait peur, hein, que ce soit à l'époque d'Hitler, je suis persuadée que ceux qui ont défendu euh, dans leurs rêves cette démocratie, cette possibilité d'égalité, même s'ils ont dû mourir, qu'importe jeunes, qu'importe les années où ils ont eu dans leur ventre l'idée d'aller vers quelque chose de meilleur et de plus ouvert, a dû combler leur vie. On ne peut pas avoir une vie qui Mhm. ne correspond qu'à du crédit, de la consommation. On se meurt là-dedans. Et d'être isolé, c'est tout le schéma des dictatures. Et la première chose qu'on a enlevée Mhm. avec cette joie d'internet, ces films qu'on peut avoir, cette documentation, tout ce que l'on peut avoir, et maintenant ça va vraiment évoluer encore d'une façon extraordinaire. On va avoir des sensations, des possibilités qu'on se demandera pourquoi sortir d'ailleurs. Mais ce piège, c'est que Oui. c'est agréable. Eh bien, trouvons le rêve Mhm. dans le vivant qui pourrait être autant accrocheur que celui de ce monde de Maya, qui est le monde des illusions créées en technologie dont parlaient certains sages pendant longtemps. Mhm. Oui, c'est comme s'il y avait eu une prophétie en fait autoréalisatrice Mais donc, ce qui est beau, c'est que nos rêves actuels, certains rêves peuvent se réaliser plus tard. On a le pouvoir en nous, justement, d'impacter et de créer un changement, une transition vers de nouveaux rêves. Là, si on vous Oui, entend, si on on peut être sort, cette troisième voie. Ça peut être nous. oui, si on sort du conditionnement. Parce que si je ne sors pas du Oui. conditionnement, je ne peux pas. Et le seul moyen de ressortir du conditionnement, c'est pas l'esprit, c'est le corps. La réalité du corps amène autre chose. C'est-à-dire, si vous allez dans un film, on est dans un film, mais vous allez au cinéma, ou même chez vous maintenant, puisque tout le monde. Bon, vous allez au cinéma parce que je suis à l'ancienne et j'aime les grands écrans. Bon, donc vous allez au cinéma. Et maintenant, en plus, avec les sons incroyables, vous avez peur, vous pleurez, vous angoissez, vous avez tout. Hein, vous êtes bien d'accord. Ça, vous le vivez vraiment. Vous dites, oh là là, j'en pouvais plus, il fallait que ça s'arrête. Bien, pourtant, il se passait rien. Votre corps était tranquille, il n'y a personne qui vous faisait peur. Vous étiez en sécurité. Voilà ce que nous vivons, c'est-à-dire l'esprit fait bouger mon corps alors que la réalité de mon corps n'est pas la même. Vous comprenez ça? Quand Mhm. vous êtes, supposons, ça vous est peut-être arrivé, en tout cas, c'est une des façons où on est surpris, on vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous asseyez à table, vous êtes à côté de lui, puis tout d'un coup, vous sentez pas trop bien, vous avez chaud, vous êtes vous sentez, il vous touche, ça vous fait un drôle d'effet, votre corps vibre. Et tout d'un coup, vous voyez cette personne d'une certaine façon, parce que vous avez une vibration qui s'est mise, comme on appelle, une vibration haute. Et vous allez trouver cette personne extraordinaire. Mhm. C'est la réalité de votre corps qui vous a mené là. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire, oh là là, j'ai vu un mec, et puis on va vous dire, ouais, mais enfin, tu sais, il est chômeur et ceci. Ah ouais, ah ouais. Ouais, donc il n'est pas pour moi. Ma tête, à ce moment-là, va refroidir mon corps. Mhm. Ma réalité du corps me donnait envie de Mhm. l'approcher, d'en faire un ami, et ma tête va me dire de m'éloigner. Parce que dans mon film, je ne peux pas rencontrer un mec comme ça. Alors que dans ma réalité sensorielle, je Mhm. pourrais être étonnée de rencontrer un homme comme ça. Voilà la différence. C'est pour ça que la base de toute résistance aujourd'hui, c'est d'abord l'union de son corps, retrouver des réalités qui étonnent, parce que cette première union amènera à l'union avec la Terre, avec le monde vivant. Il aura des propositions qui Oui. pourront émerger, qui étonneront. Sinon, on ne sera pas étonné. Voilà.
on continuera les mêmes schémas de déconnexion. Mais justement, dans une société où tout est urbain, où le béton, même si on t'en parlait, il y a de la nature, du vivant dans le béton, mais comment se relier aux sensations alors que tout nous y oppose? Parce que voilà, ça demande un travail terrible, enfin pas terrible, mais très, très fort de déconstruction. Et justement, renouer à son corps alors que le système nous le défend parfois. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent? Le meilleur conseil, c'est d'écouter sa respiration. Ça, c'est facile. Quand je veux faire un choix, je me dis, bon, est-ce que je veux aller là? Je regarde comment, en pensant là, mon corps est. Est-ce que je respire d'une façon ample et agréable? Est-ce que j'ai une petite ventilation, comme une excitation? Ou est-ce que j'ai une angoisse à la gorge? Voilà, j'ai ma réponse. Alors, après, la question, c'est, j'ai une angoisse, normalement, j'ai pas envie d'y aller. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait que j'y vais? Et là, vous découvrez votre conditionnement. On ne peut pas refuser ça. Pourquoi? Parce que vous avez une histoire, un tel. D'accord? Donc, plus vous commencez à être à l'écoute de ce qui se passe au départ, sans essayer de faire de grands changements, juste ça, vous pouvez regarder qu'il y a une dissonance entre ce que votre tête pense et ce que votre corps sent. Et ça, c'est la base, je pourrais dire, à faire. Mais ensuite, je crois qu'aujourd'hui, on a une chance terrible parce que, du moment qu'on parle de mort toute la journée, qu'on est en train de parler de ce qui fait le plus peur, eh bien, il y a plein de choses qui ne font plus peur dans la vie. Par exemple, il y a des tas de gens qui déménagent, qui disent: «Oh ben maintenant, écoute, je m'en fous, je quitte parce que je ne peux plus revivre le conventionnel. Puis si on doit mourir, eh ben, au moins que j'aille dans la campagne, que j'aille vivre ça». C'est-à-dire que la peur de quitter le système, quand le système ne devient plus sécurisant et qu'il devient sécuritaire comme il est maintenant, eh bien, il y a beaucoup qui osent ce qu'ils n'auraient jamais osé. Il y a des reconversions de travail, et cetera, qui se font parce qu'on a mis une peur en face qui est différente. Donc, puisque la mort est réintroduite, autant en profiter pour rencontrer la clé de la vie. C'est ça, le grand, défi, d'aujourd'hui. Et qu'importe qu'on réussisse ou pas, ce qui est important, c'est que dans la vie de ceux qui marchent cette quête, il y ait beaucoup de joie, au lieu d'avoir énormément de peur et de soumission. C'est ça. Et cela entraîne automatiquement le goût de la solidarité. Parce que le seul outil de résistance, c'est la solidarité. Si je veux pouvoir marcher ma parole, il faut que certains, des fois, m'aident à la marcher. Sinon, je peux pas. Quand on a créé les usines, au départ, où les gens étaient dans des conditions, on y revient aujourd'hui, dans des conditions terribles, les premiers qui ont pensé à faire la grève, franchement, les patrons, ils s'en foutaient. Pourquoi? Ils disaient: «Fais de la grève, très bien, allez hop», ils les viraient tous et puis ils en amenaient d'autres parce qu'il y avait des demandes tout le temps. Le jour où il y a eu la solidarité et où personne n'a pu rentrer à la place, là, il y a eu du pouvoir. La force aujourd'hui qui permet aux États d'imposer des choses incroyables, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Parce qu'on est arrivé à ce que l'autre fasse peur. C'est ça le problème. Dès que on se connecte à son corps, on sait qui peut être dangereux pour soi ou pas. Avec sa tête, on a de dangereux ce que on vous a mis dans la tête, pas ce que vous pouvez ressentir. D'accord. Donc, est-ce que Voilà. vous pensez que tous ces nouvelles tendances de méditation, de pleine conscience, est-ce que c'est une tentative justement de se relier à ça? De... Ouais, Oui, ça vient de là? oui, tout à fait. C'est simplement, à un moment, faut le sortir de je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais de la marche consciente, c'est-à-dire je vais dans ce petit espace et puis quand je rentre à la maison, je fais exactement comme tous les robots de la planète. C'est pour ça que on ne peut pas, parce que nous, on est dans une pensée qui est toujours des outils. Mhm. On cherche des outils. On cherche pas l'esprit, on cherche les outils. Donc évidemment, je dis: «Ah, je prends le marteau, c'est pour casser des noix, supposons, très, très bien». Mais après, je pose le marteau parce qu'il y a pas de noix et je continue à faire ce que je veux avec mon épée. C'est l'esprit du marteau, c'est quoi? C'est oser ouvrir une coquille. Alors, quand je rentre dans ma vie, quelles sont les coquilles que je pourrais ouvrir? Ça, c'est intéressant. Mais si je regarde la vie comme un outil, alors je peux faire des heures de méditation. Je rentrerai, j'aboierai comme tout le monde. Mm. Oui, 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 c'est voilà, c'est sûr que si on est dans la méditation que quand on médite, finalement
c'est pas cette philosophie-là, puisque on compartimente tout et tout revient à une activité, alors que c'est pas, on ne revient pas à l'être, on est toujours dans le faire. Donc, Oui, ouais. oui. Et c'est pour ça Mhm. que quand on fait un travail, par exemple, avec moi, on n'a pas ce schéma. C'est pas possible. Je me souviens, il y a 15 ans, quand je travaillais dans les groupes, souvent j'entendais ah ouais, mais ici c'est pas la vraie vie. Mais c'était pas Mm. faux ce qu'ils disaient parce que à l'époque, j'animais les groupes vraiment comme un occidental. Alors que là, des fois, on me dit c'est dur de travailler avec toi. Ah ouais, c'est dur. C'est pas facile de travailler avec moi. Parce qu'on va là où vraiment on n'a pas envie d'aller, mais sans le côté, on pourrait dire, je pourrais pas comment dire. Nous, on adore la souffrance. On arrive presque à en faire des médailles. Donc, ça se passe pas comme ça dans le regard de l'Indien. On souffre, ça fait partie de la vie. On Mm. pleure, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une gloire. Et Oui. ça change beaucoup Mhm. l'esprit des groupes parce que on marche comme adapté à notre époque. Hein. On peut regarder son envie de tuer en face. Hein. La nature, tout le monde est un jour la proie de quelqu'un et des fois on est le prédateur. Ça fait partie de la vie. C'est oser regarder le prix pour exister. Et c'est drôle parce que Oui. plus on est dans, comment dire, dans une forme de lucidité, plus le respect devient euh, le vecteur entre nous. Et c'est pas cet amour mièvre, c'est ce respect. Tu as traversé ça, tu as fait ça, je te respecte. Parce que tu es une part de moi qui avance. On ne fait qu'un dans l'humanité. C'est ça qui est intéressant. Ça permet aux hommes d'être debout et pas constamment comme des esclaves. Je me sens heureuse dans ce cercle que l'on crée. Oh, c'est super, c'est aussi finalement accepter nos parts d'ombre, si on peut les nommer comme ça, et pas vouloir suivre les dictats du bonheur, de la psychologie positive, qui peuvent être des outils ou des façons de penser, mais aussi s'accepter donc de façon globale, quitte à même accepter notre part archaïque, en fait, hein, primaire. Vous parliez de terroristes, de tuer, ça fait partie de nous, et en fait la regarder et se dire que c'est là. Bon, après, hein, dans un contexte social, on va pas forcément l'utiliser, mais ça fait partie de la vie. Mais elle est là. En fait, quand on parle de l'ombre, si vous êtes quelqu'un du sud, vous dites pas: «Oh l'ombre, c'est horrible». Non, vous êtes vachement content qu'il y a de l'ombre parce que sinon vous allez mourir au soleil. Je veux dire, arrêtez avec l'ombre. On a autant, l'ombre et le soleil, ça va, on a les 2, on a besoin des 2 de temps en temps. Il y a aussi, la part pour tuer. Eh bien, quelles sont les conditions nécessaires pour que cette part s'éveille? C'est ça qui est intéressant. Comment le terrorisme naît? On le connaît, il faut d'abord la pauvreté. C'est tout. On le connaît. On connaît les conditions nécessaires pour qu'une personne se retrouve en colère. On connaît les conditions nécessaires pour qu'elle soit bien. Mais aujourd'hui, ce modèle fait que on a l'impression qu'à l'intérieur de soi, on peut dire je ne veux plus ça et je le fais plus. Non, quels sont l'environnement qui crée chez moi cette part prioritaire qui va être tout le temps agressive ou tout le temps insatisfaite. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai créé mon environnement pour que ça se passe? Quand on joue sur l'environnement, on a des bonnes réponses et on se sent pas en train de pécher ou de machin ou de ceci ou de cela. Hein. Mm. On est un être humain, Oui. ça va, c'est déjà pas mal. Mm. Oui. Voilà. Donc c'est revenir sur les causes en fait, à la source, qu'est-ce qui a provoqué ça en Oui, moi? qu'est-ce qui a Ouais. provoqué ça? Je donne pas d'eau Ouais. à une plante, elle se dessèche. Bah oui, c'est pas parce qu'elle fait la gueule, c'est parce qu'elle a pas d'eau. C'est simple. Bon, ben, un être humain, il a pas d'amour, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, vous le voyez. Alors il pique beaucoup plus, parce que quand on est desséché, une plante, elle pique. Bon, et alors? Il a pas d'eau, donc il a pas d'amour, il sèche. C'est simple. Et si je regarde ma vie et toutes les parts qui sont en moi, je vais facilement dire: «Bon, ben voilà, là, je me trouve dans l'impuissance, donc je pars en colère. Ou là, je me trouve dans l'impuissance, donc je pars en tristesse». Une fois que je comprends mon mécanisme, je me dis: «Quand c'est que je peux éviter de me trouver dans telle situation? Ou alors qu'est-ce qui me fait que je ne peux pas accepter telle situation?» C'est ça la base. Si on apprend à la vie est simple.
si on la rêve pas et qu'on la vit, on est fabriqué pour vivre la vie que l'on a. Mais si on la rêve, on n'est jamais à la hauteur. Je pense que c'est un message qu'on aurait besoin en tant que jeune, tout au long de la vie même, mais de l'entendre très tôt pour justement accepter qui on est globalement et pas vouloir aller contre soi-même. Si je fais partie d'un rêve, et c'est le cas, il y a quelques profils dans ce rêve. Il n'y en a pas 50. Alors, il faut que vous en trouviez un, sinon vous êtes marginalisé, c'est tout. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit humain, aussi brillant soit-il, ne peut pas arriver aux multiples de la création. Il s'y perd. Donc, il simplifie le monde en quelques possibilités. On le fait au niveau des êtres humains, on le fait au niveau de la nourriture, on le fait au niveau des plantes, au niveau des animaux. On simplifie, on en enlève, on en tue pour avoir 3 pelés, ceux qui servent à quoi? Au rêve d'un seul. Oui. Vous voyez? C'est vraiment la peur de l'abondance créative du monde fait que pour que l'homme soit le créateur, il le simplifie au possible. Et ça en devient quelque chose de fou parce que je sais plus, j'étais avec un homme assez puissant, même très puissant, et il me disait: «Oh là là, c'est à l'âge que vous avez encore le cœur tendre, hein, c'est incroyable tout ça», parce que je lui parlais du Yémen, que je disais: «Oui, le Covid, on devrait mettre plutôt le nombre de millions de morts que ça fait avec la famine, avec tout le reste». Il me dit: «Je dis, ils vont disparaître». Il me dit: «Mais vous savez, on est trop nombreux, alors au moins ça va». Ah, je lui dis: «Si on le regarde sur le plan mathématique, ça va». Puis il me dit: «Et puis madame, vous avez vu leurs conditions de vie?» J'ai dit: «Oui». Mais elle m'a dit: «Qui voudrait une vie comme ça?» En fin de compte, on leur rend service. Ça aussi, ça fait partie du rêve. Parce que si je regarde le monde dans une pensée comptable, je peux avoir des idées comme ça. Et je peux le faire tranquillement en me disant: «Mais la vie qu'ils ont, attends, ils crèvent de faim tout le temps, ils sont dans le désert, ils ont que dalle. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas une vie. Alors autant qu'ils meurent. Hein? Quelques millions de moins, de toute manière, nous, on respirera mieux, c'est sûr». Vous voyez cette horreur? Et elle est pas, c'est pas quelque chose qui est sadique, parce que celui qui le dit pense qu'il est au contraire bienveillant. Donc, selon le rêve de chacun, la vie peut être un enfer. Quand il y a des rêves qui dominent de cette nature. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une autre quête et qui est pas forcément un rêve, qui est de pouvoir se connecter au réel qui est tellement enrichissant et de le laisser lui s'exprimer. Croyez-moi, la nature est intelligente, elle va nous donner de bonnes leçons. Et si on peut aller faire des renforts avec la nature, on va partir avec l'équipe qui gagne. Voilà, c'est ça, partir avec l'équipe qui gagne. Ouais, c'est une très bonne perspective. Enfin, ça donne envie de rejoindre le combat, enfin l'équipe en tout cas, qui gagne. Exactement. L'équipe qui gagne avec la nature. La nature est là, elle est en train de crier partout, il y a les feux, il y a les machins, elle crie partout, hein. Là, elle calme tout le monde, hein. Tu voulais faire le grand, eh ben vas-y, c'est bon, ça marche pas. Donc, eh bien voilà, c'est ça qu'il faut. Et on doit avoir les mots, l'énergie qui va avec, parce que c'est l'énergie, la vibration qui peut bouger. Si quelques hommes ont pu en 30 ans modifier toute notre façon d'être au monde, c'est ça l'espoir. C'est que quelques hommes peuvent très vite remodifier le monde. Oui, c'est une très très belle phrase de fin. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer avec la question de fin du podcast qui est la signification pour vous de nouvelle conscience, donc le nom du podcast. Qu'est-ce que ça réveille en vous lorsque vous avez lu ou lorsque vous entendez ce mot? Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de nouvelle conscience. Je pense que soit on acquiert la conscience, c'est-à-dire la connexion au réel, soit on peut avoir des nouvelles consciences en permanence parce qu'on rentre dans des films que certains nous vendent, hein, des philosophies, des cultures, des autres. La conscience, pour moi, c'est quelque chose qu'on a en soi qui est marche ta parole. Quand ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais est un accord, je suis en conscience avec le vivant. Et c'est ça pour moi. Donc, par contre, actuellement, il y a des nouvelles consciences partout. Et souvent, c'est que des nouveaux rêves dans lesquels on voudrait se réfugier pour vivre autrement. Sa conscience, c'est vraiment en soi qu'on la trouve.
pas chez le voisin. Voilà, c'est ça ma réponse. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci beaucoup pour vos mots et votre énergie. Et puis alors, bonne continuation parce que je trouve que c'est bien de pouvoir encourager quelqu'un qui va faire des podcasts intéressants, j'espère en tout cas. Mais c'est ce qu'il nous faut. Il faut pas oublier, Internet doit être un bus, pour moi, dans mon monde, un bus qui permet d'attraper des personnes pour qu'elles se rencontrent dans le réel. C'est ça le plus important. Hein. On fait du stop sur Internet pour dire hey, on se retrouve à tel endroit parce qu'il y a un bistrot et on va boire un coup. Hein. OK. Ah oui, bien sûr, ce serait merveilleux. Ça m'a donné envie de rejoindre un de vos groupes et j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs et auditrices. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, la meilleure